Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. Ah, c'est le moment Christian Page, comme à chaque mercredi. Il est avec nous, c'est l'enquêteur du paranormal. Christian, salut! Salut Yann. Comment ça va? Ça va pas mal. Écoute, j'écoutais tantôt un petit commentaire d'Imidji. Tu sais, quand une fille te dit que t'as 0,5% de chance sur 1 milliard, là, ou qu'elle te dit, toi, là, je t'aime comme mon ami de fille, ou t'es comme mon frère. Okay. Hey, là, tu sais que ton chien est mort. Sauf que faut bâtir sur le 0,5% des chances, Christian. Comment tu dis? Faut bâtir sur le 0,5% des chances, Christian. Il va falloir que tu rames, mon petit bonhomme, tu sais. Et Seigneur. Ben, c'est ça. Quand la fille te dit, je t'aime bien. Tu sais, c'est le bien à la fin. Je t'aime bien. Ouais. Ou, t'es cute. Ouais, t'es cute. Ouais. Ça, c'est aussi, c'est... Là, tu sais que t'es mal parti, là. C'est mal engagé, tu sais. Mais bon. Tu sais que moi, je suis comme Jojo Médium. Ah oui, vas-y. Lorsque toi et moi, on sera riches, lorsqu'on sera multimillionnaires, ces jeunes femmes-là vont tous être à nos pieds. Bien sûr. Voilà. Mais toi, ça doit commencer à être proche, ça, quand même. D'être millionnaire? Ouais. Ben, si tu me chargeais pas si cher, je pourrais le devenir plus rapidement. Boum! Christian, okay. On parle des extraterrestres ce soir. Ben oui, écoute, c'est une nouvelle qui est un petit peu étonnante. Tu sais, on le sait depuis de nombreuses années, et moi-même à l'émission, j'en ai à plusieurs reprises parlé. Ouais. Il y a énormément d'intérêt à écouter l'espace, à chercher des signaux radio. On est vraiment dans une quête de l'extraterrestre. Encore ce week-end, un responsable du projet City a dit je serais prêt à payer un café, moi, à miser que d'ici 20 ans, on aura la preuve que des civilisations extraterrestres existent dans le cosmos. Et parce que on recherche des signaux radio. Et là, voilà que la semaine dernière, il y a un type qui s'appelle Jason Wright, qui est attaché à l'Université de Pennsylvanie. Lui mène également, fait un peu partie de ce grand projet global qui s'appelle le projet SETI, le Search Extraterrestrial Intelligence, que les gens ont probablement découvert en grande partie avec le film Contact avec Jodie Foster. Donc, c'est cette idée d'écouter des signaux radio dans l'espace. Et ce Jason Wright, lui, il dit, écoutez, on a étudié jusqu'à maintenant quelque chose comme, on a écouté à peu près 100 000 galaxies proches. 100 000 galaxies. C'est quand même énorme. Oui. Et il dit, malheureusement, on n'a pas capté de signaux radio qui permet de croire qu'il y a une civilisation avancée quelque part parmi ces 100 000 galaxies. Mais là, il ajoute un commentaire qui en a fait sursauter plusieurs. Il dit, peut-être que l'on cherche trop loin ce qui pourrait finalement être tout près. Et quand il parle de tout près, il parle de la planète Mars ou encore de la planète Vénus. Et là, je t'explique un peu son calcul. Il dit, écoutez, il est très possible, si on prend par exemple la Terre, l'exemple de la Terre, peu de gens savent que la Terre a à 3 reprises dans son histoire frôlé l'extinction complète. C'est-à-dire que la vie est apparue il y a à peu près 1 milliard d'années sur la Terre, il est arrivé une catastrophe et presque toute la vie sur la Terre a été balayée. Et elle est repartie à zéro pour se reformer à nouveau, permettre une nouvelle évolution. Et à nouveau, il y a eu cette extinction. Et puis la dernière, que les gens connaissent bien parce qu'on aime bien les dinosaures, là, ça s'est produit il y a 65 millions d'années lorsqu'une météorite a frappé le golfe du Mexique. Et ça a entraîné une quasi-extinction de la vie sur la Terre. Et là, les animaux ont repris l'évolution. Et d'où on est, nous, le fruit finalement, le fruit évolutif. Alors, ce docteur Jason Wright, il dit, il est dans leur histoire, les planètes comme Vénus ou Mars ont connu une période qui était favorable à l'évolution de la vie et elles sont demeurées suffisamment stables longtemps pour permettre non seulement à cette vie d'évoluer, d'apparaître, mais également de donner naissance à une civilisation, voire même une civilisation technologique. Mais éventuellement, ces planètes leur atmosphère a changé et aujourd'hui, on sait qu'elles sont inhabitables. Hein. Par exemple, sur Vénus, je te donne cet exemple-là, il fait 450 degrés centigrades et quand il pleut de l'acide sulfurique. C'est un petit peu dur pour les parapluies, là, tu sais. Alors lui, ce qu'il dit, il est possible que des civilisations aient existé sur ces planètes et lorsque ces planètes leur climat a changé, ces civilisations-là ont disparu.
Et aujourd'hui, il ne serait pas interdit de penser, parce qu'il faut pas se le cacher, notre exploration de Mars ou notre exploration de Vénus demeure minimale. En Vénus, on a envoyé quelques sondes là-dessus. Elles se sont posées le temps de jeter un coup d'œil aux alentours et puis la sonde a cessé de fonctionner parce que la pression, le climat est tellement aride que la sonde ne pouvait pas survivre. Et sur Mars, bien sûr, on a une présence sur Mars depuis plusieurs années maintenant, mais ce sont quand même des petits robots qui se promènent sur la surface de Mars, qui ont franchi quelques dizaines de kilomètres et qui nous montrent des déserts. Alors lui, ce qu'il dit, et là, je sais pas si tu suis tout le raisonnement, là, mais il dit, si une civilisation a pu se développer, mais qu'elle n'aurait pas connu une catastrophe comme la Terre en a connu, qui à 3 reprises ont failli faire disparaître toute la vie sur la Terre, imaginons qu'une civilisation aurait échappé à ces catastrophes, elle aurait pu atteindre un certain niveau avant de disparaître, et aujourd'hui, peut-être que des vestiges de ces civilisations pourraient exister, soit sur Vénus ou sur Mars. Mais évidemment, après quelques milliers d'années, voire quelques millions d'années, toute trace en surface de ces civilisations-là aurait complètement disparu. Alors, ce qui nous donne un petit peu un espoir, on se dit, peut-être que finalement, en creusant quelque part dans le sous-sol de Mars, on va peut-être trouver autre chose que de l'eau et des bactéries. On pourrait peut-être trouver des vestiges d'une ancienne civilisation, et peut-être même sur Vénus. Et le docteur Jason Wright va même plus loin, il dit, qui sait si la vie sur Terre n'a pas connu une évolution rapide durant une de ces phases, qui aurait pu connaître une certaine évolution de civilisation, une certaine société, et qu'elle aurait disparu lors de l'une de ces grandes extinctions avant que la vie reparte à zéro. Alors là, évidemment, ce serait très étonnant parce qu'on n'a jamais trouvé de traces de ça, mais on voit que c'est une sorte de gymnastique intellectuelle qui fait rêver. Hein? Imaginez trouver dans le sous-sol de Mars ou de Vénus des traces d'une civilisation de jadis. T'sais. C'est très intéressant comme hypothèse. La semaine dernière, tu es venu nous voir en studio, je me trompe pas, c'est vendredi? Oui. D'ailleurs, l'extrait est toujours disponible au www.radiox.com où on a passé 1h30 avec toi, donc un bon 90 minutes avec Christian Page. Et comme à chacune de tes présences où tu es avec nous beaucoup trop longtemps, il y a des gens qui m'écrivent beaucoup trop souvent sur à chacun de tes passages, puis à chacun de tes sujets, bien entendu. Il y en a qui m'ont envoyé des liens, Christian, et sur un lien que j'ai été voir, il y a des gens qui croient qu'il y a une base extraterrestre sur le Soleil. Ce serait la raison pour laquelle on n'est pas capable de les voir d'ici. Et ils ont réussi à trouver qu'à certains endroits sur le Soleil, là, il y a des endroits où c'est éteint et ça brûle pas. Oui, il y a des taches solaires. Des parce que taches. On comprend que le Soleil, comme toutes les étoiles, hein, il y a un carburant. Dans le cas du Soleil, c'est l'hydrogène. Donc, il brûle de l'hydrogène. Donc, à défaut d'une catastrophe qui entraînerait la fin de la Terre, soit une météorite qui nous frapperait ou quelque chose comme ça, on sait que ultimement, la vie sur Terre ou la vie de la Terre, elle est vouée à la mort. Parce que, évidemment, le Soleil brûle son carburant, l'hydrogène, qui ne se reforme pas. Alors, à un moment donné, quand il aura brûlé tout son hydrogène, évidemment, ou bien le Soleil va exploser, devenir une supernova, mais c'est pas le sort qu'on pense que le Soleil aura. Il va probablement s'effondrer sur lui-même pour devenir une naine rouge ou une naine blanche. Est-ce qu'on a une date? Non, on n'a pas de date encore là-dessus. Il semble que le Soleil a encore beaucoup d'hydrogène. Parce que je mettrais pas mon hypothèque sur 25 ans. Non, c'est ça. Quant aux taches noires, pour être honnête avec toi, il y a plusieurs spéculations dans le cadre en physique et en astronomie. Tu sais, il y a plusieurs hypothèses pourquoi il y a des taches sombres sur le Soleil. À certains endroits, on dit peut-être parce qu'il y a simplement plus d'hydrogène à ces endroits-là. D'autres pensent que c'est parce que c'est une région plus froide ou qu'il y aurait plus de métal dans le sol du Soleil qui ferait qu'à cet endroit-là, ça brûlerait moins bien. Là. Mm-hmm. Donc, on a plusieurs hypothèses, mais je crois pas que l'une de ces taches-là soit liée au fait qu'on ait une présence d'une base extraterrestre. J'ai quand même quelques doutes. Oui, c'est le lien qu'on m'avait envoyé, puis on m'a dit aussi que tu faisais probablement partie des agents du gouvernement qui travaillaient pour détruire tout ce que les gens ont réussi à trouver contre le gouvernement, pour ce qui est des complots et tout ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis milliardaire et moi, toutes les jeunes femmes de 20 ans sont à mes pieds. Oui. OK. On parle maintenant de sous-marins pour traquer des extraterrestres. C'est quoi cette histoire-là? Oui. Écoute, c'est un petit peu étonnant. Bon, on y croit ou on n'y croit pas. Là. Bon, c'est un type qui a lancé ça la semaine dernière,
Le type s'appelle Mark D'Antonio. Il est membre d'une association aux États-Unis qui s'appelle le MUFON. L'acronyme veut dire Mutual UFO Network. C'est une organisation c'est une organisation civile, on s'entend bien, qui a été créée à la fin des années 60 et qui existe encore aujourd'hui. Elle a connu un peu un âge d'or, je te dirais, à la fin des années 70 et des années 80. Elle était un peu sur son déclin, mais ça demeure encore aujourd'hui la plus importante association d'amateurs sur les objets volants non identifiés, donc les ovnis. Alors, ce Mark D'Antonio est un des pontifs, si je puis dire, de cette organisation de MUFON. Il est l'analyste en chef. Et ce D'Antonio a lancé la semaine dernière, lors d'une entrevue à un magazine anglais, il raconte qu'il y a quelques années, parce que bon, évidemment, il ne gagne pas sa vie à enquêter sur les ovnis. Il a un travail il est propriétaire d'une firme qui fait des effets spéciaux. Et là, il raconte qu'il y a quelques années, alors qu'il travaillait à un contrat de l'armée américaine, de la US Navy, on l'aurait invité à bord d'un sous-marin à faire une petite balade. Oh. Ça tombe bien, tu sais. Écoute, on a un sous-marin, ça te tente-tu de venir faire un tour, tu sais. Alors, ce Mark D'Antonio raconte qu'il se retrouve donc à bord du sous-marin. Le sous-marin se lance et il est en plongée. Et puis voilà qu'à un moment donné, il entend des gens à l'intérieur du sous-marin. Il y a une sorte d'agitation. Et là, on lui dit qu'il y a un objet sous-marin, un OSNI. Un OSNI, objet sous-marin non identifié, qui se déplace à très grande vitesse, en fait plus rapidement que pourrait se déplacer une torpille, hein, parce qu'une torpille, là, la vitesse à peu près maximale est de 40 nœuds sous la surface de l'eau, et là on parle d'un objet qui se déplaçait peut-être à 100 ou 200 nœuds. Tant et si bien que les officiers radars ont détecté l'objet, et toujours selon ce Mark D'Antonio qui est à bord du sous-marin, à ce moment-là, on l'aurait informé que c'était pas la première fois que des sous-marins de l'armée américaine, de la US Navy, croisaient des objets, des OSNI, des objets sous-marins non identifiés, et qu'ils avaient même mis en place un programme qui porte le nom de Fast Mover Program, le programme des objets à grande vitesse, dont l'objectif est justement de détecter et répertorier ces objets sous-marins non identifiés. Alors, c'est ce qu'a raconté Mark D'Antonio. Inutile de dire que dans les milieux administratifs, on n'a jamais entendu parler de ça. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ce programme-là. J'ai fait quand même quelques recherches. J'ai contacté des gens qui sont généralement bien informés des programmes gouvernementaux. Jamais aucun d'entre eux n'a entendu parler de ça. Alors, est-ce que ce Mark D'Antonio nous a lancé ça dans le but de faire fantasmer les amateurs d'OVNI, ou est-ce qu'il s'agit d'un véritable programme ultra top secret? C'est quand même étonnant que si ce projet-là soit un projet d'aussi grande envergure, aussi important et aussi top secret, qu'une activité liée à ce programme-là se soit déroulée dans un sous-marin de la US Navy où il y avait à bord un passager civil. En tout cas, j'ai un petit peu de la difficulté avec ça, mais c'est ce qu'a révélé D'Antonio, et bon, on attend une confirmation éventuellement à savoir si c'est vrai ou pas vrai, mais là, pour l'instant, à n'en croire D'Antonio, il y aurait apparemment une armada de sous-marins qui chasserait les OSNI. Est-ce que c'est la première fois que tu entendais parler des OSNI? Non, pas du tout. Non. Ça, les objets sous-marins non identifiés, c'est, je dirais que ça fait partie un peu de l'univers des ovnis. Ça reste un peu limite, hein, des gens, parce que tu vas retrouver toutes sortes de témoignages liés aux ovnis dans les années 50-60, où des gens disent avoir observé des objets qui sortaient de l'eau. Et en particulier, par exemple, dans le mystérieux triangle des Bermudes, des gens disent, alors qu'ils naviguaient dans le secteur, qu'ils ont vu des lumières sous-marines, et puis soudain, ces lumières ont sorti de l'eau et se sont envolées dans l'air. Alors évidemment, on parle d'objets se déplaçant sous la surface de l'eau, des OSNI. Donc, on a des témoignages qui remontent aux années 50-60. Est-ce que c'est plus crédible, moins crédible que les autres témoignages d'OVNI? Je pense que chacun doit être évalué de façon individuelle. Mais c'était pas nouveau c'était la première fois que j'entendais parler d'objets sous-marins non identifiés. Ça fait partie un peu du folklore des OVNI. Peut-être que le monstre du Loch Ness est un OSNI, qui sait? Peut-être avec des gars dedans qui pédalent, qui fait bouger les nageoires. C'est comme un pédalou sous-marin. C'est pas... Pourquoi pas, tu sais? On aurait assassiné des vampires au Malawi. Oui, ça c'est amusant parce que, amusant, entendons-nous, là, tout est relatif. Mais ce qui m'a frappé dans cette nouvelle, c'est que
dans les pays d'Afrique, et en particulier quand on arrive à peu près dans l'Afrique centrale, et là, le Malawi, c'est un petit pays qui se trouve sur la côte est de l'Afrique. On est vraiment dans cette bande centrale de l'Afrique. C'est une région du monde où les superstitions sont excessivement répandues et les gens très rapidement vont se lancer dans des sortes de mouvements de panique. Chaque année, là, quand on fouille, on regarde l'actualité, on découvre dans cette région-là d'Afrique, on a brûlé des sorciers ou des sorcières, on a tué des vampires, on a fait ci ou ça. Bref, souvent, dès qu'on touche aux phénomènes paranormaux, il y a une sorte d'obsession et très rapidement, ça gagne dans la vindicte publique. Et là, c'est ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous annonce, c'est la police elle-même du Malawi qui nous annonce que depuis un mois, dans une région, dans un district qui s'appelle le district de Mulanje, on aurait tué 6 personnes qui étaient soupçonnées par la population de boire du sang humain ou de tenter de prendre du sang humain pour le boire lors de cérémonies de magie noire. Alors, tu vois, cette idée-là de la magie est toujours omniprésente dans les pays africains, en tout cas du Centrafrique. Et là, c'est un peu de ça. Donc, ces vampires auraient été tués lors de 3 incidents séparés à trois reprises. Donc, c'est des 2 personnes qu'on aurait tuées à chaque fois. Et évidemment, il n'y a pas de preuve de ça. C'est-à-dire la police a un peu de difficulté à comprendre comment parce qu'il n'y a eu aucune accusation, il n'y a eu aucune plainte portée à la police. Ouais. Ce sont visiblement des milices locales. Donc, les gens dans ces régions-là, il n'y a pas de police qui est directement sur place. Donc, on s'organise. Ce sont des petits groupes de gens qui s'organisent, forment des milices locales. Et là, soudainement, une sorte de vent de panique envahit le village. On croit que un couple est vampire ou qu'un couple se donne à la magie noire. Des sorciers vaudous. Voilà. Et là, immédiatement, c'est l'assassinat. Ces gens-là sont battus à mort. Dans le dernier incident qui a été rapporté il y a quelques jours, on a lynché 2 personnes. Donc, on les a pendus parce qu'on était persuadés que ces gens-là étaient des vampires. Écoute, le truc a pris une telle ampleur que même l'ambassade des États-Unis au Malawi a annoncé et ordonné à une équipe de volontaires de Peace Corps américain de quitter ce district-là, de peur de tomber comme ça sous la vindicte publique, tu sais. Okay. Donc, on voit que c'est un truc qui fait énormément jaser là-bas. Et il faut dire que c'est pas la première fois que des gens comme ça tombent sous les coups, sous la frappe, la vengeance de petits groupes de milices locales parce qu'on les accuse d'être des sorciers ou encore des vampires. Et on voit que on a vraiment l'impression, tu lis une nouvelle comme celle-là, tu as vraiment l'impression que on est presque revenu au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ouais, c'est l'impression que j'avais. On nous parle maintenant d'un événement qui est survenu le 4 octobre 1967 où un objet étrange s'est abîmé dans la mer. Ben oui, écoute, on ne pouvait pas passer cette journée anniversaire du 4 octobre sans mentionner cet événement, qui est probablement l'un des événements les plus importants dans l'histoire des ovnis au Canada. Cette histoire-là est connue comme étant l'ovni de Shag Harbor. Donc, Shag Harbor, je te situe un peu, tu vois un peu toute la péninsule de la Nouvelle-Écosse. Oui. Ben, dans la partie sud de cette péninsule, le petit port de Shag Harbor se trouve à cet endroit-là. Donc, ce 4 octobre, comme tu l'as mentionné, 4 octobre 1967, vers 22 heures, il y a des gens dans la région d'Halifax qui voient une sorte d'objet lumineux traverser le ciel. Donc, il y a plusieurs témoins qui voient ça. Je me rappelle avoir parlé avec certains d'entre eux. Je me rappelle, il y avait des gens qui étaient dans une sorte d'hôtel qui était sur un terrain de golf et ils ont été une dizaine de personnes à observer l'objet, donc qui a traversé le ciel d'Halifax. Et là, on se retrouve 1 heure plus tard. On est vraiment rendu dans le sud de la Nouvelle-Écosse. On est à Shag Harbor. Et là, des gens commencent à voir un objet qui apparaît dans le ciel. Qu'ils vont décrire, ils disent, ça ressemble à une sorte de masse assez importante qui fait peut-être une quinzaine de mètres de diamètre. Donc, tu peux imaginer un objet d'une 50aine de pieds qui est entouré de lumière ambre. Cet objet-là semble descendre en suivant un angle de 45 degrés et il se déplace relativement lentement. Alors, les gens à Shag Harbor, il faut savoir qu'on a une sorte de promontoire qui s'appelle le Irish Moss Plant, qui est une sorte d'usine de transformation, parce qu'on est dans un port de pêche, là. Alors, les gens se disent, on va aller à cet endroit-là, sur ce promontoire, on va avoir une vue extraordinaire sur la descente de l'objet. Donc, on observe cet objet-là,
Et peu à peu, bien évidemment, on est dans un petit port, la rumeur se répand et bientôt on se retrouve une dizaine de personnes dans le port, sur le promontoire, à regarder vers la mer. Cet objet-là descend et à un moment donné, les lumières ambre vont s'éteindre autour de l'objet et va être remplacé par une seule lumière sur le dessus de l'objet qui semble tourner comme un phare. L'objet est à peu près à 300 mètres de la côte, il se tient à quelques dizaines de mètres au-dessus des flots. Alors à ce moment-là, tu comprends que les gens pensent qu'il s'agit d'un petit avion qui pourrait être en difficulté, en détresse. Donc on décide de contacter la gendarmerie royale, dont ils ont un poste à Barrington Passage, qui est tout près. Donc on appelle les agents de la GRC. Évidemment, lorsqu'on parle au téléphone, on dit on a un ovni, un objet au-dessus de l'eau. Évidemment, les policiers pensent au début à une mauvaise blague, mais finalement on décide de s'y rendre. Et lorsque les policiers arrivent sur place, ils voient très clairement l'objet, ils l'observent à la jumelle. Cet objet-là semble en effet être une masse sombre avec une lumière qui tournoie sur le dessus de l'objet. Alors, on fait des vérifications avec les aéroports locaux. Est-ce qu'un avion est en difficulté? Est-ce qu'un avion aurait contrecarré son plan de navigation? On n'a absolument rien. Aucun appareil en difficulté, aucun avion manquant, absolument rien. Et puis, alors que les policiers regardent, et là, je te rappelle que ce sont des policiers de la GRC, alors que tout le monde qui est là, les témoins, plus les policiers regardent vers la mer, ils voient cet objet se poser sur l'eau et il coule. Il se pose sur l'eau et là, soudainement, les lumières commencent à disparaître sur l'eau et là, on se rend compte que l'objet est en train de couler. Alors, très rapidement, la GRC va contacter les gardes-côtes pour se rendre immédiatement sur place parce qu'on est toujours convaincu qu'il doit s'agir d'un petit avion. Et en même temps, la GRC va recruter quelques pêcheurs qui sont sur place pour noliser quelques bateaux pour se rendre très rapidement sur les lieux du naufrage. C'est un peu ce qu'on s'imagine, un naufrage. Et lorsqu'ils vont arriver sur place, de constater que toute la surface de la mer, sur une très grande surface, est recouverte d'une sorte de mousse. Imagine-toi quand tu mets du savon à vaisselle dans un lavabo, là, tu vois le genre de mousse que ça fait. Oui. Alors c'est une mousse comme ça qui est jaunâtre et qui a comme une odeur de soufre. Et quand les pêcheurs ou même les policiers qui les accompagnent prennent cette mousse dans leurs mains ou dans des filets, elle se volatilise très très rapidement. Alors on patrouille le secteur, on ne trouve absolument rien. Vers minuit 45, un navire de la garde côtière arrive sur place. Donc tu vois, on déplace beaucoup de gens, là. C'est pas 2-3 personnes dans le milieu d'un champ qui ont peut-être un peu forcé sur la bière, là. On est vraiment, il y a toute une équipe de récupération qui est sur place. Donc la garde-côte arrive vers minuit 45 et là encore, on va patrouiller tout le secteur, essayer de retrouver des débris de l'appareil ou des passagers. Et on va absolument rien retrouver. Alors, le lendemain, la GRC, les gardes-côtes, tout ça, vont continuer de patrouiller. Ils vont émettre un rapport qui est aujourd'hui encore archivé aux Archives nationales à Ottawa, le rapport sur l'incident de Shag Harbor, et pour lequel on ne trouvera jamais d'explication. Il y a quelques années, au début des années 2000, un petit garçon, quand il avait 10 ans, qui a été témoin de cet événement-là, lui habitait à Halifax à cette époque-là, il est devenu un passionné des ovnis, et au début des années 2000, il a lui-même patrouillé le secteur en utilisant, parce qu'on s'est dit, il y a peut-être un objet qui est tombé, on ne l'a jamais trouvé. Alors, avec une équipe de la télévision américaine, ils sont allés sur place, ils ont utilisé des sonars, des magnétomètres pour essayer de localiser des débris sur la surface de la mer. Ils n'ont rien trouvé. Non seulement en 1967, ni la GRC, ni les gardes-côtes n'avaient absolument rien trouvé. Évidemment, tu comprendras qu'on n'est jamais loin de la théorie du complot, là. Évidemment, les amateurs d'OVNI diront « Ouais, mais l'armée ont peut-être trouvé quelque chose, puis ils nous l'ont pas dit. » Bon, là, bien sûr, on entre dans l'univers de la spéculation, mais officiellement, si tu te rends à Ottawa, tu fais sortir les documents sur l'incident de Shag Harbor, c'est toute une série de rapports, et ces rapports-là se résument à ce que je viens de te raconter. Un objet mystérieux s'est posé sur la mer, a visiblement sombré, mais on n'a jamais trouvé de débris ni de corps, et bien sûr, l'objet n'a jamais été identifié. C'est sans aucun doute l'un des incidents les plus importants de toute l'histoire des ovnis au Canada et qui demeure encore aujourd'hui aussi mystérieux qu'il l'était en 1967. Le Roswell canadien. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Beaucoup d'ufologues appellent l'incident de Shag Harbor le Roswell canadien, en faisant référence à cet ovni qui se serait écrasé dans le désert de Roswell en 1947
et qui est devenu aujourd'hui, qui fait partie maintenant de la culture populaire. Parlant de complot, bon, ton dernier livre, c'est L'enquêteur des théories du complot, où tu as pris quelques théories du complot puis tu les as défaites. D'après moi, dans quelques mois, tu auras en défaire une autre, celle de ce qui s'est passé à Vegas. Il y a des gens qui pensent déjà que c'est une inside job, donc un travail du gouvernement où un agent du gouvernement aurait tiré sur plusieurs centaines de personnes, faisant presque 60 morts. C'est déjà parti sur les réseaux sociaux, là. Absolument, j'ai vu ça ce matin en consultant le fil des nouvelles. Effectivement, j'ai vu circuler des photographies où on montrait la fenêtre, l'intérieur de la chambre du tueur, les fenêtres brisées. Et là, évidemment, il y avait toute cette... On voyait déjà qu'on mettait la table pour une de ces théories du complot. Ouais, quelque chose que je m'explique mal, parce que il y a des images qui ont été captées par plusieurs téléphones cellulaires, puis il y a un flash là qui provient d'une chambre au 12e étage qui semble correspondre au flash là d'une mitraillette qui tire des balles. Ouais. Et le gars était pas au 12e étage, ce qu'on nous a rapporté, c'est qu'il était au 32e étage dans ces eaux-là. Ouais. Fait que c'est un flash qui est suspect. Faudra que tu enquêtes là-dessus, Christian. Ouais, sûrement. Mais tu sais, dans les théories du complot, il y a un phénomène social, de psychologie sociale, qui est le biais de correspondance. C'est-à-dire qu'on veut toujours, puis je pense que j'en avais parlé à l'émission vendredi, on veut que la conséquence soit égale à la cause. Donc, tu te dis, bon, on a un crime qui est monstrueux, 60 personnes assassinées, 500 blessés, et de penser qu'un illuminé d'une chambre d'hôtel avec un pistolet, une carabine à répétition a pu réussir à abattre des gens comme ça, ça semble tellement invraisemblable qu'on se dit que la cause doit être plus grande qu'un simple zigoto de la sorte. Fait que là, évidemment, c'est la table on met la table pour la théorie du complot. Donc, tu t'assures d'avoir de la job pour les prochaines années, mon ami. Absolument. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Christian Page, l'enquêteur du paranormal, toujours aussi intéressant. christianpage.ca pour plus de détails. On fait une courte pause, on vient.